Si on peut éviter que la menace qu'il y a ici se retrouve en France, c'est ce qui compte le plus pour nous. Là-bas, ils ont égorgé 35 personnes. Jusqu'à présent, ceux qui ont fait ça, les terroristes, les trouvent dans la nature. Ouais, c'est parti. Ok? Allez, avec ton équipe, en avant. Non, la guerre est loin d'être finie. Nous sortirons du Mali quand les forces maliennes seront à nouveau capables de contrôler l'ensemble du pays. Et pour ça, on a un petit bout de chemin à faire ensemble. À 40% embarqué. 40 de vacances. Équipage itinéraire, RN20 et ses abords, formation. Distance 50 mètres entre chaque véhicule. Brouillard activé. Menace, IED sur RN20. IED mine. « 4h30 du matin, départ du convoi. Direction la ville de Ménaka, au sud-est du Mali. Un trajet à risque de 120 km de piste dans le désert, où les djihadistes déposent régulièrement des mines artisanales. On évite de prendre le même itinéraire à chaque fois, parce que si on prend le même itinéraire, forcément un jour ou l'autre il y aura quelqu'un qui va nous voir. Si on prend toujours les mêmes routes, ils vont le poser à l'endroit où on passe tout le temps et c'est là qu'il arrive un drame. Depuis 6 ans, la France mène une guerre au Mali. Près de 2000 hommes y sont déployés en permanence. Une guerre déclenchée le 11 janvier 2013, suite à l'offensive djihadiste lancée depuis le nord du pays. L'armée malienne est mise en débâcle en quelques jours à peine. Les villes de Tombouctou, Gao, Kidal tombent sous le contrôle des terroristes. La France entre en guerre. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali. L'armée française lance une contre-offensive éclair. Il y en a qui sortent, deux qui sortent. En quelques semaines, toutes les villes tombées sont reprises aux terroristes. Aujourd'hui, le Mali a retrouvé sa souveraineté. Mais les djihadistes n'ont pas disparu pour autant. 6 ans après le début de la guerre, l'armée française les traque toujours dans l'immensité du désert sahélien. Si on peut éviter que la menace qu'il y a ici se retrouve en France, c'est ce qui compte le plus pour nous. Une opération militaire dans un pays grand comme 2 fois la France et où la brousse occupe plus de 80% du territoire. Ici, les températures peuvent dépasser les 50 degrés. 05, 25, Allez, 05, 25. La progression du convoi est lente, une moyenne de 20 km/h. 40, tu veux parler. RAS, 80 km fait en 5 heures, on tient le timing, quoi. La route empruntée, la RN20, une piste de terre reliant Gao à Ménaka, réputée pour sa dangerosité. En février dernier, 2 soldats sont morts ici. Leur véhicule a sauté sur une mine. Depuis le début de la guerre, 24 soldats ont perdu la vie dans le Sahel.
C'est une route qui est particulièrement exposée depuis que les Français sont alliés. C'est une route assez canalisante en fait, c'est-à-dire concrètement on est contraint de l'emprunter ou d'emprunter ses abords immédiats pour pouvoir progresser. Et c'est pour cela qu'on prend toutes les mesures préventives afin de se prémunir de toute attaque. Une guerre asymétrique face aux blindés ultra sophistiqués de l'armée française, des djihadistes en moto et en pick-up, armés de vieilles kalachnikovs, des terroristes qui se fondent aisément dans la population. Allô ? On a PXM, tu regardes au midi du véhicule, distance 600 mètres à droite de la RN20. Il me semble qu'il y a 3 pick-up. Sur raison. 40 si tu veux parler. Vous contrôlez un pick-up blanc, avec plusieurs personnels à l'arrière. On se méfie toujours parce qu'on sait jamais vraiment qui c'est qu'il y a à l'intérieur. Il y a comme une défiance dans le comportement de ces hommes, mais pas de danger immédiat pour la colonne française. Impossible de rallier Ménaka dans la journée. Ces soldats vont passer la nuit dans le désert. La zone choisie est inspectée méticuleusement par les démineurs. Une fois la menace des mines écartée, la caravane forme le cercle. Comme un camp romain en plein milieu du Sahel. Un peu fraîche, mais ça va. Mieux vaut tout de suite qu'en pleine nuit parce que la température elle va vite descendre. En quelques minutes, la température va chuter de presque 30 degrés. Et la tension, elle, va monter au fur et à mesure que l'obscurité s'installe. Petit brief de fin de journée. Les consignes de vie sur la BOAT. Lumière rouge, pas de bruit. Des tours de garde et d'observation. 44, 2h, 7h. 21, midi 4h. Armement, optique de nuit, SMBE. Grâce. Allez, bonne nuit à tout le monde. On se voit demain. Dans le cas où il y a un pépin, mon lit est juste là. Allez les gars, bonne soirée. Bon app. Merci. Ce soir c'est rogaille saucisse. Vous c'est quoi? Moi cassoulet. C'est ration, comme à l'armée. On va très bien dormir. Dormir pendant que d'autres montent la garde. Je suis en train d'effectuer une patrouille autour de la BOAT. Je vois un individu essayer de s'introduire. En 6 ans, la guerre au Mali est devenue un passage quasi incontournable pour tous les soldats de l'armée de terre. Ce jeune soldat, âgé de 20 ans, est ici pour 4 mois. J'ai 3 ans de service. Ça faisait du coup 3 ans que j'attendais ce moment-là, au premier OPEX. En plus, c'est le Mali. Fier forcément, parce que on va dire que la plupart des problèmes terroristes qui arrivent en France, l'origine elle est quand même d'ici. Du coup, oui, si on se sent, même en travail, loin de la France, on se sent utile pour la France. Loin de la France, la base de Gao, au nord du Mali. L'ancien aéroport de la ville est devenu une gigantesque base militaire. C'est le lieu central donc, du Nord Mali, qui était le point principal de la crise lorsque les opérations françaises ont démarré en 2013. Gao a été occupé pendant 9 mois sous un régime islamique.
Gao est aujourd'hui devenue la base arrière de l'opération Barkhane au Mali. C'est une base qui oscille entre 1300 et 1700 hommes en permanence. C'est là qu'on a les stocks logistiques les plus importants. C'est d'ici que partent une partie de nos opérations également. Une base en perpétuelle évolution. On est ici pour longtemps, donc on essaie de s'installer de manière de plus en plus cohérente. La base a été bâtie au fil des opérations les premières années et maintenant on cherche à en faire je dirais presque une ville durable. Ici, en construction, la future centrale électrique. La mission française au Mali s'inscrit dans la durée. Nous sortirons du Mali quand les forces maliennes seront à nouveau capables de contrôler l'ensemble du pays. Et pour ça, on a un petit bout de chemin à faire ensemble. Le chef d'état-major des armées parle d'une quinzaine d'années. C'est l'horizon qui a été celui de nos opérations au cours des 20-30 dernières années. Si vous regardez l'ex-Yougoslavie, si vous regardez l'Afghanistan. Oui, il y a une fin. Il y a une fin, encore une fois, quand d'une part le processus de paix malien aura avancé et que d'autre part, nous aurons effectivement aidé nos camarades maliens à reprendre le contrôle. Trouver le chemin de la paix pourrait prendre donc encore une dizaine d'années. Au sud-est du pays, dans la région de Ménaka, une attaque vient d'avoir lieu. En quelques heures à peine, 47 Touaregs ont été exécutés dans leur village. Ouais, 5. Ouais, t'as la machine? Ouais. Ok, j'arrive. Les hélicoptères de combat de l'armée de terre sont déployés sur la zone. Ok. L'intérêt majeur de cet hélicoptère, c'est bien évidemment le canon de 30. C'est un canon qui nous permet d'un tir à longue distance, d'une grande précision, tout en restant en mouvement. Donc nous, on se protège en restant dynamique et on peut quand même venir faire un appui assez rapproché quand même des troupes amies, sans risque. Une progression en vol tactique à très basse altitude pour éviter les tirs ennemis. Ce serait principalement ce qu'on appelle de l'AI, c'est-à-dire de l'armement léger. C'est tout ce qui est Kalachnikov, fusil, armes légères, jusqu'au RPG, donc petit lance-roquette. Donc du coup, c'est des armes qui ont une portée assez faible. C'est pour l'intérêt de voler soit très haut, soit très bas. Le très bas, ça va pas laisser le temps à l'ennemi de voir arriver suffisamment tôt pour nous tirer dessus. Et si on vole suffisamment haut, on sera mort de portée de ces armes. L'attaque contre le village Touareg, qui a tué 47 personnes, a eu lieu dans la région du Liptako, une zone où les Français déploient depuis un an leurs efforts. Le convoi, parti 2 jours plus tôt de Gao, arrive lui aussi à Ménaka. 2 jours et demi de route, contre 1h30 en hélicoptère. En quelques heures à peine, la base de Ménaka va voir ses effectifs passer du simple au triple. Plus de 400 soldats, des dizaines de blindés et 6 hélicoptères de combat. Une partie du matériel et des hommes est acheminée par 2 hélicoptères Chinook de l'armée anglaise. Depuis un an,
Une centaine de Britanniques participent à l'opération au Mali. Pouvez-vous répartir en arc de cercle devant moi ici là? Vous allez revoir avec moi comment investir un bâtiment, ok? De façon simple. Là, on parle vraiment de la base, ok? C'est juste pour déjà avoir les bons réflexes pour rentrer dans une pièce. Alpha, tu rentres? À Ménaka, les Français partagent leur camp avec les soldats de l'armée malienne. Escalier montant sur ma droite, pièce claire. Droite, enroule à droite, tu gèles l'escalier. Ok, vous ressortez. C'est bon pour ça? Une armée formée sur le terrain, aux basiques de la guerre par des soldats français. Hop, la calage devant. Ok, top. Ok, on rentre. Allez, le 2 il tarde pas, il rentre tout de suite en simultané. Le 3 il va où? Vers ma gauche. Tu lui dis le 3, tu enroules à gauche, tu te mets face à telle direction. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. C'est moi qui dois parler, ok. C'est toi le chef, c'est toi qui décides. Les FAMA, les forces armées maliennes, une armée peu entraînée, mal équipée. Là c'est parti. Ok. Et aujourd'hui en l'état, encore incapable de contrôler seul son pays. Hop, t'as pas dit avant. Deux. Bon, quand même, ah non, quand même. Moi je passe ces deux choses. Non, c'est trois étapes. Ouverte, fermée, ouverte. Ouais, ça se passe très bien. On a bien compris tout ce qu'on est en train de faire là. On comprend quelque chose. Ouais. Voilà. Non, voilà. La nuit sera de courte durée pour les soldats. Le danger se rapproche. Deux roquettes viennent de tomber à proximité de la base. Bien, un petit point de situation. Donc effectivement, vous avez entendu une explosion plein ouest. Donc, pour la compagnie, c'est clair et net. Au moment où ça monte en tension, c'est tout le monde sous blindage, contrôle radio, prêt en mesure 2. Okay. Si vous entendez un deuxième boom ou une activité particulière, bah, action. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous êtes sous abri, vous restez sous abri, vous mettez en place un personnel armé à l'entrée de l'abri et vous attendez que les ordres arrivent, même si ça dure 3 jours. Il n'y aura pas d'autres roquettes cette nuit-là. À l'aube, les soldats roulent vers Ménaka. L'attaque du village Touareg a eu lieu à moins de 20 km de là. On va partir en patrouille à pied là, dans cette zone, d'accord, au niveau du marché couvert et tout. Là, l'objectif, c'est du contrôle de zone. On sécurise la zone, on contrôle tout ce qui est véhicules qui passent, s'ils sont armés ou pas. S'ils sont armés, bah, voilà, ils n'ont pas le droit, donc on fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Tout ce qu'on trouve de pas normal, on remonte tout le renseignement qu'on peut apporter au niveau supérieur. Ménaka, une ville multiethnique de 30 000 habitants. Ici, comme partout dans cette région, il n'y a ni électricité, ni eau courante. Courage. Allah avec vous. Vous êtes là pour nous, on est là pour vous. Vraiment, on est trop contents. Bonjour, vous allez bien? C'est Barkhane, non? Ouais, c'est Barkhane. Ah, ça c'est bon travail. C'est le Barkhane qui a sauvé Mali, c'est pas ça. Une population locale qui affiche au moins publiquement son soutien à la mission des Français. Tout peut arriver, hein, parce que en fait, bon, la population là, ok, elle est calme, elle est comment dire, coopérative, on va dire, avec nous. Mais on n'est pas à l'abri que la personne à qui on a parlé aujourd'hui, demain, en fait, ça devient un ennemi, quoi. Donc on se méfie toujours. Ménaka et sa région, un condensé du problème malien, une extrême pauvreté
et une multitude de conflits ethniques. Là, vous avez l'ethnie Songhai, quelques Bambara, enfin toute la partie noire. Ici, c'est là où il y a le plus de mélange, c'est la partie économique. Et là, c'est tout le quartier arabe. Bien sûr qu'il y a des réalités, mais qui ne datent pas de Serval ou de Barkhane, qui datent d'antan, bien sûr, à cause que ce soit la transhumance, les Peu, les Tamashek, les Songhai, les Daoussak. Vous imaginez toutes les cultures qu'il peut y avoir dans seulement 30 000 habitants, quoi. Au Mali, une vingtaine d'ethnies cohabitent. Et presque autant de langues et dialectes. L'actualité locale, nationale et internationale, rurale interactualité, toutes les nouvelles du monde distillées en direct sur la radio rurale. Donc, nous sommes ici à la radio rurale de Ménaka. Alors, mesdames, messieurs, restez avec nous. De quelques instants, votre journal, ce serait en français. Journal, bien entendu, rediffusé. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Bienvenue pour le journal de 10h15. 47 personnes ont été tuées dans le nord-est de Ménaka et les rescapés de ces massacres craignent toujours des représailles. Une milice Dogon est tombée dans une embuscade tendue par ses hommes armés. Bilan, 7 chasseurs Dogon ont été tués. Les bonnes nouvelles sont rares au micro de la radio rurale de Ménaka. Non, la guerre est loin d'être finie. C'est loin d'être fini en tout cas parce qu'il y a des conflits inter- et intracommunautaires qui s'ajoutent à tout ça là. Il y a les djihadistes qui s'ajoutent à tout ça. Il y a les affaires de banditisme, les braquages. Vous savez, on vit de tout ça. Donc il serait très difficile pour les forces en présence aujourd'hui de mettre fin à tout ça. Une guerre loin d'être finie et une présence militaire française qui, semble-t-il, divise une partie de la population malienne. Aujourd'hui, vous allez demander à un citoyen, il va vous dire que Barkhane est là, tout juste. La France a envahi Barkhane pour piller les ressources du Mali. Ça, c'est la compréhension des uns. D'autres, par contre, savent que Barkhane est là pour une mission très précise. C'est celle, n'est-ce pas, de lutter contre les djihadismes, n'est-ce pas, dans le Sahel. Ça dépend d'une personne à une autre. Pour calmer les esprits et empêcher d'éventuelles représailles, à l'entrée de la ville de Ménaka, les militaires français installent un checkpoint. Ok, c'est bon. Tous les véhicules sont contrôlés. Bonjour. Ordre de mission, papier. Un qui parle français là ou pas? Là, si vous n'avez pas d'ordre de mission, vous n'avez pas le droit de rentrer avec l'armement dans Ménaka. Ok. Là, vous allez partir, faire demi-tour dans ce sens-là. Ok? Ouais. Vous passez pas par là. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans Ménaka avec l'armement. Donc en fait, c'était un pick-up de groupe armé signataire. En fait, c'est des groupes qui ont signé des accords avec le gouvernement malien pour assurer aussi la protection contre les groupes armés terroristes dans le Mali. Rendre compte en bleu-base de notre position, Paris. Ces soldats sont chargés des relations avec la population locale. Ils ont rendez-vous avec les représentants des 7 ethnies qui peuplent la région. David. Ah, salam alaikum. Ça va bien, monsieur Caraco? Ça va? Ça va. Bonjour. Une réunion sous très haute protection militaire. Parmi eux, Abdoulaye Abdigraï, le représentant des Peaux-Rouges, les Touaregs. Un membre de sa famille est mort dans l'attaque du village. Là-bas, ils ont égorgé 35 personnes.
Ils ont trouvé encore des bergers dans les animaux, ils ont tué encore 6 personnes. Donc au total, ça fait 47 personnes tuées. Dans la ville de Ménaka, depuis que Barkhane a commencé les patrouilles, ça va mieux. Mais aux alentours de Ménaka, c'est pire, c'est de pires en pire. On se pose des questions, pourquoi toutes ces forces qui sont là, Barkhane avec ses avions, ses blindés, ont tué des civils, 47 civils. Et jusqu'à présent, ceux qui ont fait ça, les terroristes, les trouvent dans la nature. Mais s'il n'y avait pas Barkhane, s'il n'y avait pas Nofama, s'il n'y avait pas la MINUSMA, il y en aurait combien plus? De trop encore. Il y a des gens qui disent que même au temps de Moujaou, on n'était pas des civils comme ça. On dit qu'à leur temps, c'est vrai, on ne peut pas chiquer mon tabac là, il ne peut pas chiquer ça. Il ne peut pas parler à une fille. Mais on n'était pas les civils, 30, 40 sur place. 48 heures après la tuerie, ici, tout le monde redoute que la vendetta s'empare des esprits. Je tue ton parent, toi tu viens, tu tues mes parents, je brûle sa maison, son frère vient, il brûle ma maison, et vice-versa. On s'attend à des représailles, peut-être de la communauté qui a été victime, sur l'autre communauté qui va soupçonner, ou à tort ou à raison, se venger. Donc ça, vraiment, ça n'amène pas la paix. Ça va continuer de vengeance en vengeance. Mohamed, s'il trouve quelque chose, un engin explosif, une mine, on va dire tout ce qui est dangereux, eh ben, ils appellent cette ligne sécurisée, anonyme et gratuite pour signaler cet objet. Oui, souvent les avions jettent ça même dans les campements. Ah oui, c'est là. Ils déposent ça dans les campements. Mais souvent, il n'y a pas toutes les langues à la réception pour comprendre. À elle seule, l'armée française ne parviendra pas à sécuriser cet immense territoire. En plus de la présence militaire, il faudra renforcer la coopération économique pour aider au développement du pays et à l'éducation des jeunes générations. La paix au Mali est à ce prix-là. Bye.